Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Vous autrement, osez vous dévoiler au-delà du faire et du paraître avec Clotilde sur Radio Grand Lac. Allez, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission Se dévoiler au-delà du faire et du paraître. Allez, on fait un grand plouf dans le grand bain de la vie locale avec aujourd'hui notre invitée Isabelle Herlin. Bonjour Isabelle. Bonjour Clotilde. Alors Isabelle, c'est une joie de te recevoir aujourd'hui. Ça va swinguer aujourd'hui sur Radio Grand Lac. Musique, vous allez voir, on va vous en mettre plein les yeux, plein les oreilles. Isabelle Herlin, je vais te présenter quand même un tout petit peu pour ceux qui ne te situent pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde. Tu es directrice artistique et chef d'orchestre, enseignante en percussion. Chez toi, ça bouge toujours. Ça bouge le jour, mais ça bouge aussi la nuit. Tout à fait. Tu es musicienne professionnelle, percussionniste. Et puis, on va en parler dans cette émission. Mais tu as créé la comédie musicale, avec d'autres orchestres que tu diriges. On va parler de tout ça. Mais dans notre émission, on aime bien revenir un petit peu à ce qui fait que Isabelle est l'Isabelle d'aujourd'hui. On revient toujours aux origines. Avant de commencer avec cette partie plus intimiste, est-ce que tu veux te présenter et dire bonjour aux auditeurs de Radio Grand Lac? Bonjour à tous, je suis très honorée d'être là ce matin sur Radio Grand Lac. Je suis musicienne, comme tu l'as dit Clotilde, donc toute ma vie a été consacrée à la musique et c'est un parcours qui m'a été initié en fait par mon papa et du coup c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie depuis ma première enfance, depuis la toute petite enfance, et qui aujourd'hui nous a amené à créer des choses exceptionnelles avec mon conjoint, et surtout aussi à pouvoir être soutenu et supporté par un nombre incalculable de gens, de bénévoles, d'artistes qui sont partie prenante dans un peu toutes nos aventures. Voilà. Oui, on voit, tu t'entoures de professionnels, mais pas que, beaucoup d'amateurs, beaucoup de gens qui ont un cœur généreux, qui sont animés par la musique et qui ont vraiment cette fibre artistique. On va en parler parce que tous tes projets sont teintés de couleurs artistiques. Alors tu évoques ton papa. Ton papa a une place vraiment très importante. Évidemment, Monsieur Herlin, qui était directeur du conservatoire de Chambéry pendant plus de 50 ans, qui a aussi dirigé l'harmonie de Chambéry, et qui a été marqué par la relation France-Allemagne, puisqu'il a épousé une Allemande. Raconte-nous un peu cette histoire, ton histoire de famille en fait. Alors papa a rencontré maman avant la guerre, donc c'était avant la guerre, tout simplement. Et donc après, ils se sont retrouvés un peu par hasard, donc à la suite de rencontres familiales et amicales, donc sur Francfort. Oui, parce que tu peux le dire, ton grand-père était cheminot, et donc il y avait déjà ces liens entre l'Allemagne et la France. Effectivement. Donc mon grand-père français était cheminot, et ils avaient créé les premiers échanges franco-allemands, les cheminots. Donc ces premiers échanges pour des élèves scolarisés, donc c'était des collégiens à l'époque, et les premiers échanges ont eu lieu avant la deuxième guerre, donc avant 1939. Et dans ce cadre-là, ils se sont rencontrés, les familles ont échangé, ils sont venus en France, donc ils étaient de Francfort, et puis mes grands-parents français sont allés eux aussi en Allemagne. Et mon papa, au moment de la déclaration de la guerre, comme c'était des cheminots, la guerre a été déclarée, et mon grand-père français a envoyé un télégramme aux Allemands qui accueillaient mon papa et qui leur disait rapatriez vite Serge, la guerre est déclarée. Et donc, ils étaient en train de visiter les châteaux de Bavière. Ouais, donc Serge, ton papa, voilà. Isabelle. Ouais. Et du coup, c'est vrai que, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable. Donc, il a fallu que le télégramme les suive et les rattrape. Et à ce moment-là, mon papa a pris, le dernier train qui est passé à la frontière à Strasbourg. Et c'était la dernière locomotive. Donc, il est monté dans la locomotive. Il est passé, c'était le dernier train. Derrière, la frontière se fermait. Et donc, il a pu rentrer en France avant le début de la guerre. Voilà, donc une histoire familiale très très liée à l'histoire de cette guerre, de la Deuxième Guerre mondiale.
Et donc ton papa qui revient donc en France, bon, il y a cette période de la guerre et puis il connaissait déjà ta maman. Alors, ils s'étaient rencontrés, mais vaguement. Et puis après la guerre, ils ont essayé de se retrouver. Donc c'était plus dans les années 50 après. Et parce que donc la personne avec qui il était, donc c'était Émile avec qui il était partenaire en Allemagne, a été déporté en Russie. Et donc quand il est rentré de Russie, ils ont pu se retrouver. Donc ils se sont retrouvés et dans ce cadre-là, ils ont fait des fêtes de famille et puis il y avait une dame qui s'appelait Marianne et qui était par là et puis voilà, ils se sont rencontrés et ils se sont plus jamais quittés. Donc Marianne et Serge, donc tes parents, ton papa est très investi dans l'harmonie au niveau bénévole et puis ensuite il prend cette responsabilité. Ta maman est plutôt dans le bénévolat. Vous avez une fratrie, vous êtes deux. Raconte-nous un petit peu cette fratrie. Alors, j'ai un petit frère qui s'appelle Franck et qui est un jeune homme porteur de trisomie. Et donc c'est vrai qu'en 72, quand il est né, c'était un choc pour mes parents, ça c'est sûr. Mais également, c'est vrai que c'était une époque où ces enfants-là étaient quand même encore commence à être pris en charge, mais pas trop. Pas trop, C'est le général de Gaulle qui avait aussi une fille. Voilà, une enfant trisomique. Donc un peu dans et donc, les APUI sont nés il y a 50 et quelques années maintenant. Donc, Franck a 53 ans. Donc, ouais, c'est la génération, en fait, de l'innovation, en fait, dans la création des APUI qui ont fait, en fait, qui ont pris en charge ces jeunes et qui ont permis effectivement d'avoir une scolarité, d'avoir un accompagnement pour ses parents et puis pour ces jeunes. Voilà. Donc toi, tu es une grande sœur de 10 ans et donc ton petit frère a besoin d'un accompagnement spécifique. Comment tu le vis, jeune fille ? Alors, quand j'étais enfant, ça se passait bien. C'était mon petit frère, il était rigolo. Alors, mes copines me disaient il avait une tête de petit chinois, mais moi, je le voyais pas. Et puis après, c'est vrai que sur l'adolescence, il a toujours fait partie de ma vie, donc il était partout avec nous. Mes parents étaient des gens qui avaient beaucoup de contacts au niveau social, donc de par l'harmonie, de par leurs activités, ils ont créé le jumelage Chambéry-Albstadt, donc c'est vrai que Franck était partout avec nous, donc en soi c'était il faisait partie de notre vie et il faisait partie de tout ce que mes parents ont toujours fait. Donc c'est c'est un gamin qui a été très sociable et puis très ouvert au monde. Et donc après, après j'ai grandi, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Tu as 5 enfants, j'ai 5 enfants, tout à fait. 5 enfants qui ont entre 30... Là, maintenant 35 et 24. Voilà. Des grands beaux enfants qui ont tous pris leur voix. Tu peux nous donner un petit peu les voix qu'ils ont prises? Est-ce qu'ils sont tous dans la musique ou pas? Alors le grand était musicien, il était donc tromboniste, il est sorti du Conservatoire supérieur de Lyon en trombone basse. Et donc après le Covid, il a fallu faire des choix pour avoir une famille. Les baisses de subventions drastiques au niveau de la culture ont fait que un certain nombre d'orchestres ne prenaient plus de supplémentaires. Et donc les intermittents ont beaucoup souffert à ce moment-là. Ouais, c'est l'occasion vraiment de le redire au moment du Covid. Et du coup, c'est vrai que Johan a choisi de changer de voie pour pouvoir fonder sa famille. Donc maintenant je suis grand-mère. Félicitations. Merci. Et ensuite, Florent donc est ostéo, Amandine et elle donc harpiste. Elle a gardé sa voie artistique qu'elle avait choisie. Donc elle est sur Paris. Elle travaille donc en tant qu'intermittente dans des orchestres différents en France et à l'étranger. Et puis Clément est danseur classique. Donc il est sorti du Conservatoire supérieur de Lyon en danse classique. Et il a fait 2 ans au Ballet de Béjart et ensuite il a suivi sa voie. Et maintenant il est dans une compagnie de danse en Allemagne à côté de Hambourg. Et le dernier donc a fait l'école Bocuse, l'Institut Paul Bocuse. Et donc est cuisinier en art culinaire. Et aujourd'hui, donc, il a créé son entreprise avec 3 autres de ses acolytes, en fait, tous sortant de Bocuse à la même année. Et ils ont créé leur entreprise, ils ont 25 ans, et ils ont créé leur entreprise. Donc, chapeau les gars. Super. Donc, 5 enfants lancés dans la vie. Et donc, focus sur la harpiste et puis le danseur, qui reste dans ces domaines artistiques, quoi. Que la cuisine, on est aussi un peu dans l'artistique. Allez, on revient donc sur merci, de nous livrer
marqué, toute cette enfance, tout ce qui t'a fait grandir. Et donc, pendant ces années, avec ton petit frère Franck et puis tes parents, vous allez beaucoup voyager. La musique fait complètement partie de votre vie. Votre père est complètement investi dans l'harmonie et c'est l'occasion pour vous de faire des voyages. Alors, raconte-nous un petit peu justement cette période des voyages qui t'ouvre au monde. Hein. Tu disais, ton frère vous suit et c'est l'ouverture au monde, mais pour toi aussi. Oui, parce que en fait, c'était une époque où les voyages n'étaient pas aussi habituels qu'aujourd'hui. On va prendre un avion, on va faire un week-end à Prague. Enfin voilà, c'était pas encore d'actualité, c'était pas encore comme ça à cette époque-là. Et mes parents ont beaucoup travaillé justement sur cette ouverture un peu des musiciens de l'harmonie et de Chambéry du coup, parce que Chambéry donc bénéficiait de cette ouverture et donc l'harmonie de Chambéry est allée en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Hollande. On a passé des concours en Hollande, à Kerkrade, et on est allé beaucoup en Italie, voilà, pays limitrophe de la Savoie. Et du coup, c'est vrai que ça a été des ouvertures et puis des rencontres, beaucoup de rencontres. Je crois que c'est surtout ça qui a et puis bien sûr l'Allemagne, puisque maman était allemande, donc on a fait beaucoup de voyages en Allemagne, à Francfort, à Fulda, dans le sud de l'Allemagne, dans la Bavière, et ce qui a fait qu'effectivement, les musiciens ont appris aussi à connaître l'Allemagne, parce que il y avait encore certains qui disaient les Allemands, les Boches, c'était encore la période où c'était compliqué, et même s'ils avaient beaucoup d'amitié pour ma maman, les Allemands, c'était encore quelque chose de difficile pour certains. Il y avait un passé, il y avait un passif qui était dur pour certaines familles. Ouais, on peut le comprendre. Et effectivement, tout le monde a été très marqué. Alors, cette période où vous voyagez, vous suivez votre père, hein, j'ai quand même envie de présenter un peu plus votre père, qui a été directeur adjoint du conservatoire de Chambéry. À l'époque, 90 musiciens, hein, qui voyageaient dans toute l'Europe, hein, c'est ça? On partait avec 2 bus, ouais. Ouais, c'est ça. Et vous étiez la petite fille du chef, d'ailleurs. C'est ça, j'étais la petite fille du chef. En coulisses. Alors, votre père, il a quand même eu quelques idées de génie, on va dire, qui fait que encore aujourd'hui, vous arrivez à surfer sur ce qu'il a créé. Il a décidé notamment, et on en parlera un peu plus tard, de créer un concert au moment du Nouvel An. On en parlera dans une deuxième partie de l'émission. Et puis surtout, au niveau artistique, il a fait évoluer les orchestres en mélangeant déjà des amateurs et des professionnels. Tout à fait. En fait, il a été un peu à l'initiative avec les harmonies de créer les premiers concerts avec donc l'harmonie musicien amateur par excellence. Hein. Il y avait normalement pas de professionnels dans une harmonie. Et donc il y avait des solistes professionnels qui jouaient avec nous. Donc il y a eu dans les instruments à vent, des trompettistes, des clarinettistes, etc. Mais également donc je me souviens d'une époque où on a fait des choses avec piano. Donc et c'était Georges Barthollet qui était professeur au conservatoire de Chambéry à l'époque, qui jouait donc en tant que pianiste soliste sur la Rhapsody in Blue, sur des morceaux, des grands morceaux, et qui ont permis en fait justement d'associer ce monde des professionnels au monde des amateurs. Et puis, il a créé beaucoup d'autres choses, comme le concert de Noël à la cathédrale de Chambéry, qui aujourd'hui, continue, perdure. Donc, qui était un moment où il avait associé à l'harmonie de Chambéry d'autres structures musicales chambériennes, chorales, différents orchestres, et qui proposait donc à Chambéry un concert de Noël, donc dans la cathédrale, qui est quand même un édifice somptueux de la ville de Chambéry. Ouais, très, très réputé. Et le fait de mettre en avant comme ça des solistes, par exemple un piano soliste, c'était très nouveau. C'était très nouveau à l'époque. Aujourd'hui, ça devient habituel. Tous les grands, tous les musiciens de renom classique et jazz aussi viennent facilement partager leur temps avec des musiciens amateurs. C'est devenu quelque chose d'habituel. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était innovant. C'était innovant. C'était très cloisonné. On avait vraiment les professionnels d'un côté, les amateurs de l'autre. Et donc, c'était cette innovation de mélanger. Il y a aussi autre chose. Il me semble qu'il a apporté une diversité dans le répertoire. Il n'est pas resté juste sur un répertoire très classique, non? Alors, papa avait cette double casquette, c'est-à-dire qu'il était musicien classique.
et il le revendiquait. Mais ce qui était très drôle, c'est qu'il avait aussi son orchestre Serge France. Et cet orchestre Serge France jouait essentiellement donc au Casino de Challes-les-Eaux. D'accord. Et dans lequel très régulièrement il y avait des personnalités du monde de la variété française, comme par exemple Annie Cordy, qui venait et qui faisait des soirées. D'accord. Mais sauf que ces gens-là, à cette époque-là, venaient, ils apportaient les partitions, ils posaient les partitions aux musiciens, ils répétaient l'après-midi. Et puis, c'était terminé. Alors qu'aujourd'hui, en fait, chaque artiste vient avec ses musiciens, avec son staff. Et du coup, ça coûte beaucoup plus cher. C'est normal. Ouais. Mais en même temps, ça veut dire aussi qu'il y a un problème d'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, où le chanteur soliste ne sait plus s'adapter à d'autres musiciens, où les musiciens ne savent plus s'adapter à... Mais là... c'était très rigolo parce qu'aujourd'hui c'est des choses qu'on sait plus, enfin nous dans notre milieu on sait rarement faire. C'est la chanteuse, elle dit là j'ai un problème de voix, je suis obligée de descendre d'un ton, et en fait les musiciens c'était en lecture à vue. Ah oui. Donc s'ils descendaient d'un ton, ils s'adaptaient, ils suivaient la chanteuse. C'est une maîtrise en fait de la partition et puis de la capacité de s'adapter qui était extraordinaire. Et donc voilà, ça c'était des anecdotes que papa me racontait, et ce qui était très drôle c'est qu'effectivement il en a fait plusieurs comme ça, et donc il avait ce côté variété jazz, il aimait beaucoup le jazz, il aimait beaucoup Glenn Miller, il aimait beaucoup le jazz des années 50 après-guerre, 40-50, et du coup les grands orchestres de big band c'était aussi sa vie. Et pas plus tard qu'hier il y a encore un monsieur qui est Serge Silvestri qui disait que justement Serge Herlin était quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il avait cette multiplicité dans ses capacités à faire aimer la musique, et dans tous les genres. Et ça, c'était, je crois qu'il a beaucoup impacté plusieurs générations de musiciens sur la Savoie. Ouais, vraiment sur cet apport de variété. Et on va peut-être écouter un extrait de jazz, un extrait de jazz que vous avez choisi. Présentez-le peut-être un petit peu, l'extrait choisi pour se mettre dans l'ambiance de cette variété. On va écouter tout de suite la petite pause musicale. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Vous autrement, osez vous dévoiler au-delà du faire et du paraître avec Clotilde sur Radio Grand Lac. Allez, on retrouve Isabelle Herlin pour cette deuxième partie de l'émission. On a fait connaissance. Isabelle, vous êtes accompagnée de Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour. Voilà, très heureuse de vous avoir tous les deux. Isabelle, vous allez réagir sur ce titre qu'on vient d'écouter d'Aretha Franklin sur Think. C'est un choix de votre part. Oui, parce qu'en fait, c'est une toute petite invitation au spectacle du Nouvel An qui aura lieu donc les 3 et 4 janvier, parce que nous aurons un medley sur Aretha Franklin. Et donc avec Gaëlle Ray, qui est notre chanteuse sur ces morceaux-là, puisque ce sera un medley, et des danseuses de jazz du studio Alp Academy qui vont participer, donc qui vont entourer notre chanteuse. Et pour vous montrer la diversité, donc on passe du classique à de la variété internationale, et ça fait partie effectivement de l'ADN de Musique en Fête. Ah, super, mais on parlera en détail de ce programme. Redites les dates du 3 et 4 janvier au Phare de Chambéry. Voilà, et tout de suite on va en reparler, mais on continue vraiment dans cette histoire avec toi Isabelle. Moi j'ai une petite question à poser à Maurice. Qu'est-ce qui fait qu'Isabelle est l'Isabelle d'aujourd'hui pour toi? Eh bien, je pense que c'est le fruit d'un long travail et d'une longue évolution. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle a commencé avec son père, avec cette vision visionnaire et cette façon, je dirais, de porter un certain nombre de valeurs qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Le fait d'avoir mélangé les générations, le fait d'avoir une solidarité entre les générations. Et aujourd'hui, dans la culture, s'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'avenir. Donc, ce sont des valeurs qui sont extrêmement modernes aujourd'hui, qui ont été mises sur scène, c'est le cas de le dire, il y a 30 ans maintenant. Et c'est effectivement ces valeurs qui sont passées au tamis du temps, qui sont toujours d'actualité, qui font cette vivacité et qui font la vigueur en fait de l'orchestre et du spectacle, avec une couleur qui est l'imagination et l'adaptation permanente à l'époque dans laquelle on vit. Parce qu'on ne vit pas pendant 30 ans dans un système associatif sur de la culture sans avoir une adaptation permanente. Et à ce sujet-là, il y a
une réflexion que j'avais trouvée dans un éditorial d'une présentation très luxueuse d'un orchestre genevois qui avait énormément de moyens et qui disait, l'éditorialiste disait, un orchestre symphonique à faire vivre, c'est un miracle permanent sur le plan musical, sur le plan financier et sur le plan logistique. Donc, nous, ça fait 30 ans qu'on fait de l'équilibrisme et je crois que c'est bien partagé par beaucoup d'orchestres et qui nécessitent cette adaptation permanente, toujours avec des valeurs qui sont encore plus d'actualité qu'au moment où elles avaient été imaginées par Serge Harlin. Et c'est ça la force de ce projet. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens autour. C'est devenu une très grosse mécanique. Il y a 70 bénévoles autour, 16 000 heures de bénévolat. Et tout ce développement est dû à ces valeurs qui sont défendues, chacun à sa place dans cette organisation. Alors merci pour ces précisions. C'est vrai que j'ai peut-être pas assez insisté sur l'ampleur du projet, puisque tu es directrice artistique et que tu es ce chef d'orchestre, mais artistique en fait. Tu as les deux casquettes. C'est vrai que ce projet, déjà, on va parler des deux orchestres que tu diriges, que tu mets à l'unisson en fait. On a l'orchestre symphonique, on a l'orchestre si singulier. Tu peux nous dire un mot un petit peu des deux et du travail que tu fais avec chacun et puis entre eux? Alors l'orchestre si singulier est un orchestre de musiciens tous en situation de handicap, donc qui s'appelait il y a encore 2-3 ans en arrière l'orchestre Tétralyre, donc qui a également 40 ans d'existence cet orchestre. Donc c'est pas moi qui l'ai créé, c'est une éducatrice au sein d'un IME et moi j'ai récupéré donc l'orchestre en 2000 tout rond et donc j'ai passé 25 ans à la direction de cet orchestre. Donc aujourd'hui, comme j'ai besoin de trouver aussi des gens qui soient susceptibles de pouvoir continuer cette aventure, donc il y a un nouveau chef d'orchestre au niveau de Si Singulier, donc c'est Christophe Donadieu, et qui a pris la direction de cet orchestre-là, donc de manière maintenant définitive depuis cette année. Donc c'est tout récent, depuis le mois de septembre, donc c'est pas quelque chose qui date. Et c'est donc une façon pour toi de te libérer aussi du temps et puis pour d'autres choses, mais surtout pour assurer la continuité. Voilà, c'est surtout pour assurer la continuité, parce que en fait, Isabelle, elle n'est pas éternelle non plus, et il faut des énergies nouvelles, il faut effectivement des gens qui y croient autant que moi j'y ai cru. Donc moi, je les ai dirigés pendant 25 ans. Donc c'est vrai que d'avoir un nouveau chef, c'est très bien. Alors nous, on continue toujours en arrière-plan. On est là pour ce chef d'orchestre, pour Christophe, pour le soutenir sur tout ce qui est logistique, tout ce qui est organisation. Donc, mais à côté de ça, effectivement, c'est lui qui a maintenant la responsabilité de la musique. Ouais. Et sur ces 25 ans de chef d'orchestre que tu as eu, qu'est-ce que tu peux dire de la fragilité que nous avons tous, que nous portons tous en nous, mais plus particulièrement dans cet orchestre si singulier? Qu'est-ce que la fragilité apporte à la musique et inversement? Alors, si on parle du handicap, pour parler fragilité, donc c'est là, en l'occurrence, j'ai des jeunes gens trisomiques et des jeunes gens autistes, donc porteurs d'autisme. Et c'est vrai que... Excuse-moi, je te coupe, mais qui font de tous les instruments? Qui font flûte, donc j'ai beaucoup de flûte à bec, j'ai des marimbas, j'ai un guitariste, j'ai des pianistes et j'ai des percussionnistes. Voilà, qui font en fait un ensemble qui est musicalement cohérent. C'est-à-dire que vraiment, j'ai essayé de reconstruire au fur et à mesure des années, des 25 ans, quelque chose qui ressemble à un orchestre symphonique, on va dire, petit format, et avec des instruments qui soient adaptés et possibles pour ce public-là. Mais musicalement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que en fait, on fait des concerts où les gens, sur les 5 premières minutes, ils se disent bon, on est venu faire une bonne action, on vient voir des musiciens handicapés jouer. Et au bout de 10 minutes, ils ont oublié qu'ils étaient handicapés. Ils écoutent la musique. Ils sont une trentaine, c'est ça. Ils sont 28 aujourd'hui. Et pareil, là aussi, le Covid a fait son œuvre. Donc c'est vrai qu'on en a. Alors la fatigue aidant aussi, mais on a un renouvellement. On a des gens qui sont plus âgés qui commencent à lâcher. Puis il y a des plus jeunes qui rentrent. Donc voilà, c'est effectivement la vie d'un vrai orchestre. Et le profil de ces musiciens, ils font de la musique en tant qu'amateurs. Est-ce qu'ils suivent des cursus un peu dans des conservatoires? Alors j'en ai un seul qui effectivement a pu rentrer au conservatoire d'Annecy. D'accord. Donc et donc qui démarre
démarre maintenant un cursus piano au Conservatoire d'Annecy et il joue donc dans différents ensembles au sein du Conservatoire d'Annecy. Mais il est quand même resté musicien avec les Six Singuliers parce que c'est comme ça qu'il s'est formé aussi lui, c'est comme ça qu'il s'est créé. Et puis une petite attache. J'imagine, attache affective. C'est ça. Et donc toi, à la direction de cet orchestre pendant 25 ans, qu'est-ce que tu as retiré comme fruit? On imagine quand même qu'il faut une pédagogie particulière, une adaptation, mais que ça a dû aussi beaucoup t'enrichir. Alors, la pédagogie, je l'ai mise en place au fur et à mesure avec eux. C'est-à-dire que j'étais partie avec plein de certitudes, étant donné que j'étais enseignante et que je m'étais dit, bon, voilà, ils vont me suivre, je vais y arriver, tout ça. Et puis en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment s'adapter à eux et les comprendre pour pouvoir enseigner. Et donc, c'est cette démarche en sens inverse, c'est-à-dire qu'on part pas avec des certitudes, mais on apprend à écouter et on apprend à comprendre. Et ça, c'était quelque chose qui, en fait, sur les 4-5 premières années, m'ont beaucoup porté parce que j'étais pleine de certitudes. Voilà. Et ça. Du coup, je me suis très vite rendu compte que je pouvais pas fonctionner comme ça et que c'était ça, justement, qui faisait la différence. Et après, je me suis toujours dit, tant que j'arrive plus à les faire avancer, je ne m'arrête pas. Tant qu'ils progressent, je continue. Et en fait, ils continuent à progresser, mais du coup, c'est moi qui arrête quand même. Non, tu passes le flambeau. Je passe le flambeau. Tu passes le flambeau. D'accord, donc on imagine quand même cette adaptation constante, cette recherche de pédagogie pour les faire grandir et puis surtout d'être bien à l'écoute. C'est quand même des qualités que tu as pu développer pendant 25 ans avec cet orchestre. Donc l'orchestre Six Singuliers et puis l'autre orchestre, l'orchestre symphonique. Alors là, beaucoup plus de musiciens. Alors, c'est environ 90 musiciens. Oui, c'est ça. Donc, c'est un très gros orchestre symphonique auquel on a ajouté un big band. Donc, ça fait qu'on a une section jazz complète à l'intérieur du symphonique, ce qui amène aussi une autre couleur musicale et artistique possible. Donc, on est dans un autre champ des possibles, musicalement. Là, on est dans la lignée de ton père. Voilà, exactement. Donc là, je les ai tous mis sur scène. Tous ensemble. Et mais avec une superbe cohabitation entre eux, parce que du coup, le jazz et le classique font vraiment font bon ménage, quoi, globalement. Et les musiciens très classiques cordes, se sont mis petit à petit au jazz et à la variété. Donc sur des morceaux qui au départ, c'était pas forcément ce que ces musiciens-là avaient l'habitude de jouer. Oui. Donc tu veux dire que les violons ils jouent du jazz et que les clarinettes elles se mettent les saxos se mettent au classique. Du classique. Et c'est le succès parce que ça plaît énormément. Voilà. Et les gens aiment. En fait, c'est vrai qu'après, petit à petit, on se rend compte que il y a de plus en plus d'orchestres qui font ce type de choses. Donc c'est devenu un peu pas une clé de la réussite, mais c'est vrai que c'est des choses qui ont été également privilégiées par d'autres orchestres où effectivement on se rend compte que le public il aime ce genre de musique et il aime cette cohabitation, il aime cette pluralité et ces différentes esthétiques artistiques. Ouais. Alors Maurice en parlait tout à l'heure, vraiment l'ampleur, c'est presque un domaine que tu diriges. Il n'y a pas que les orchestres, puisqu'il y a aussi toute la partie danse, la partie chant, la partie vraiment qui te permet d'ailleurs de créer des comédies musicales, quoi. Il y a vraiment cette alliance, tout y est, tant le visuel que l'auditif, que la gestuelle. Comment est-ce que tu fais grandir justement ces danseurs, ces chanteurs qui participent à ces représentations? Alors moi, je les fais pas forcément grandir. J'ai une équipe formidable autour de moi qui eux travaillent dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'ils savent ils connaissent la feuille de route et ils savent à quoi là où ils doivent emmener en fait ces artistes. D'accord. Qu'ils soient amateurs ou professionnels pour certains. Et donc on a donc c'est les profs c'est tous les enseignants qui sont avec nous au studio Alp Academy et qui sont partie prenante dans les spectacles du Nouvel An. Donc nos 3 profs de chant, Camille Grimaud, Manon Werner et Gaël Ray. Ouais, c'est super que tu donnes les noms, parce que vraiment il y a une équipe formidable derrière. Sur les spectacles du Nouvel An. Donc nos 3 profs de chant seront présentes sur les spectacles du Nouvel An. Et chacune des profs de chant, en fait, a créé un binôme avec une des profs de danse. Et donc, elle monte des tableaux
complet, chant-danse, donc accompagné par l'orchestre symphonique. Donc c'est vraiment en fait, c'est au studio, moi ce que je retiens, c'est cette liberté de pouvoir faire et de se dire que voilà, les gens se mettent par affinité, artistique et aussi humaine, et créent ensemble des choses qui sont extraordinaires. Mais on leur donne les moyens de les créer, c'est-à-dire qu'en fait ils ont le lieu, ils ont les moyens de pouvoir faire et de pouvoir créer. Alors oui, pardon. Et du coup, c'est ça qui est important, voilà, pour moi. C'est vrai que c'est très novateur d'arriver vraiment à cette création entre les différents domaines, la danse, l'orchestre, les chanteurs. Tu as évoqué le lieu. Donc le lieu, c'est le Studio Alp Academy. Vous avez 900 mètres carrés pour mettre tout le monde en coordination, en scène, c'est ça? Pour mettre tout le monde en musique. Ouais, tout le monde en musique. On va donner quelques chiffres. L'équipe, il y a quand même 15 enseignants, 140 artistes, 60 bénévoles, 2 orchestres, des mécènes évidemment, puisque on parlait du nerf de la guerre, vraiment l'aspect financier qui est pas simple. Et puis effectivement cette importance qui est importante. Voilà, c'est comment dire, cette ligne importante pour tous, puisque Maurice en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment la culture pour tous. On sent dans tout ce studio Alp Academy le fait qu'on se met tous ensemble. Il y a vraiment un projet collaboratif, coopératif, pour donner l'accès à la culture pour tous. Un autre volet de ton action, Isabelle, c'est aussi la formation. Tu peux nous en parler un petit peu? Je crois que tu es devenue référente nationale pour l'enseignement de la musique. Tu formes des professeurs de conservatoire, d'école de musique. Tu vas partout en France, tu es appelée. Oui, alors c'est sur le volet du handicap, donc c'est vraiment le côté enseignement adapté, c'est-à-dire pouvoir enseigner et prendre en compte chacun des élèves qui va venir à nous dans un conservatoire, une école de musique. Et aujourd'hui, j'ai commencé en 2014 ce type de formation. Et je m'étais dit, en 5 ans c'est plié, tout le monde sera formé en France, pas que par moi, parce qu'il y avait d'autres intervenants qui faisaient la même chose que moi. Et aujourd'hui, on est en 2025 et j'ai jamais eu autant de demandes de formation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie demande de la part des enseignants et des collectivités, du coup, parce que c'est les collectivités qui sont demandeuses de ce genre de formation pour pouvoir enseigner aux enfants qui sont en difficulté des apprentissages. Donc, du coup, ça englobe aussi toute la population des enfants 10. Oui, c'est ça. Là, on a vraiment un handicap beaucoup plus large, parce que ça peut être des enfants scolarisés qui ont on peut pas... Qui ont des difficultés, des apprentissages. D'accord. Et alors, il y a des phrases qu'on dit sur la musique, que ça peut justement... quand je pense par exemple à Tomatis, qui s'est beaucoup appuyé sur Mozart pour travailler dans les reprogrammations, dans la neurologie. Qu'est-ce que, pour toi, la musique apporte à ce type d'enfants? Alors, Maurice le dit très bien, c'est-à-dire, en fait, ce que moi j'ai fait de manière intuitive, donc pendant de nombreuses années, aujourd'hui, au niveau neurologique, donc tous les grands médecins et chercheurs en neurosciences ont validé que effectivement la musique permettait de recréer des connexions neurologiques, mais c'est pas d'écouter la musique de manière passive, mais d'agir dans la musique, c'est-à-dire d'être musicien. Le fait de faire de la musique, de jouer, permet effectivement aux enfants qui ont des difficultés des apprentissages de pouvoir recréer des connexions à l'intérieur du cerveau et qui vont les aider sur les apprentissages scolaires. Donc effectivement, la musique a un vrai bienfait sur les apprentissages scolaires pour les enfants qui sont en difficulté scolaire. Et c'est vrai pour des enfants qui chantent sur de la musique? Est-ce que c'est vrai pour des enfants qui dansent sur de la musique, ou est-ce que c'est vraiment le fait d'être acteur avec un instrument? Si tant est que la voix est un instrument, mais... Alors, pour la danse, ça va créer surtout, si vous voulez, ça va être pour les enfants qui vont être plus dyspraxiques, c'est de créer vraiment le schéma corporel, de recréer pour eux la connexion entre la droite, la gauche. Enfin voilà, c'est ça qui va peut-être les aider. Après, le chant, la voix, c'est aussi un instrument de musique, mais en fait, il est directement intégré, donc on ne va pas utiliser en fait la motricité fine de l'apprentissage d'un instrument. Mais tout ce qu'on peut faire
dans le mode artistique va de toute manière aider les enfants à pouvoir progresser, juste par la confiance sur eux, pour eux-mêmes, quoi. Oui, sur la confiance en soi. Et puis la force aussi du collectif, hein, puisque dans ces cas-là, ils exercent leur art avec d'autres. Donc il y a aussi toute cette force du collectif qui est très importante. Maurice, c'est extra que vous soyez avec nous. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre Isabelle comme ça nous livrer ce qu'elle apprend auprès des enfants et puis plus largement dans son activité, hein. Je pense qu'en fait on a créé à partir de son expérience et de sa réussite complètement hors des sentiers battus, ça nous a permis de créer ce lieu qui permet en fait cette expression. Et ce qu'elle indiquait tout à l'heure sur l'évolution des connaissances du cerveau, elle a fait qu'il y a quand même quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est que de manière complètement intuitive, elle a réussi une expérience hors des sentiers battus qui a été validée par l'évolution des neurosciences. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle enseigne ça, elle partage en fait son expérience parce qu'elle est consolidée par des connaissances qui sont la découverte de ces 30 dernières années grâce au progrès des connaissances sur le cerveau dues à l'imagerie médicale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'elle a évoqué, c'est le fait qu'elle a réussi à convaincre une équipe et qu'on a une équipe d'une 15aine d'enseignants qui permet effectivement d'appliquer en fait cette méthode et cette connaissance et cette approche. Et à partir de là, ça permet de ce travail collectif. Le troisième point qui est important, c'est l'origine en fait des différents enseignants. Ils ont tous des origines et des parcours différents. Ils ont souvent des parcours qui sont pluridisciplinaires ou qui sont hors des sentiers battus. Et cette expérience mise en commun dans notre lieu de 900 mètres carrés que vous avez rappelé tout à l'heure, où il y a un gros espace d'accueil pour permettre effectivement ces échanges, c'est clé dans les conditions de mise en place de ces innovations et de ces créations, de ces initiatives qui sont prises. Comme disait Isabelle, au bout de 2-3 ans, c'est la première fois cette année où on a ces binômes qui sont faits entre les profs de danse, les profs de chant, et qui décident d'eux-mêmes de bâtir un projet qui va être au phare. Et il y a un autre point qui me semble extrêmement important. Alors le projet du phare, dites-nous, hein, tant qu'on y est. Oui. Alors, vous le direz juste après. Le projet du phare, c'est d'habitude, c'est la 29e édition en fait des concerts du Nouvel An. D'habitude, on fonctionne avec l'orchestre symphonique de 90 musiciens et devant 50 à 60 danseurs, chanteurs, comédiens. Et là, cette année, il y a 200 musiciens de plus qui sont des harmonies, qui sont de 3 départements, celui de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère, et qui viennent se joindre en fait à cette expérience quand même déjà d'un concert-spectacle conséquent avec 150 musiciens, qui est la plus grosse production scénique en Savoie depuis bien longtemps. Et cette façon de faire, c'est toujours la prolongation de cet état d'esprit d'ouverture où on a la cohabitation entre différents types, entre différentes esthétiques, et qui fait que on arrive à faire quelque chose de complètement original, mais de complètement spectaculaire, très dynamique et très compétent aussi, je dirais, en excellence individuelle et collective. Je crois qu'il faut pas se tromper. L'expérience qu'elle a amenée, qui est une réussite au niveau du handicap intellectuel, ça se fait avec énormément de compétences. C'est pas de la compétence au rabais. Les spectacles, c'est des spectacles qui sont des spectacles énormément dynamiques, de très haut niveau. Il faut pas se tromper là-dessus. La diversité, elle se fait dans l'incompétence. Ouais. Alors c'est vraiment des belles valeurs, hein, que vous nous livrez ici avec l'ouverture, la compétence, justement, l'excellence. Il y a d'autres valeurs qui sont importantes dans ce studio Alp Academy. Alors c'est l'ouverture, parce que il y a un point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est que tout le monde est dans le même lieu. Tous les cours qui sont donnés se voient quand vous passez d'un couloir à un autre. Et c'est cette ouverture-là qui fait que, par exemple, les personnes en situation de handicap ont envie de faire de la danse, ont envie de faire du chant, alors qu'ils sont dans l'orchestre. Mais on se rend compte au fil du temps que cette expérience d'autres esthétiques leur sert très directement dans leur façon de faire de la musique. Et ça, c'est de la vraie ouverture. Il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est que toutes les personnes en situation de handicap qui sont rentrées dans ce lieu se sont découvertes comme des personnes normales.
C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites à la fin d'un séjour d'un groupe de ce type, eh bien effectivement, la première chose qu'ils vous disent, c'est qu'on est considéré comme des personnes normales, on est considéré comme des personnes qui sont capables de faire quelque chose, et ce ne sont pas des personnes qui sont parquées parce qu'elles ont des insuffisances. C'est complètement différent, et ça, c'est un des apports les plus inattendus, parce que on n'a rien à faire, ils ont juste à rentrer dans le lieu, ils ressentent ça. Ça, c'est assez extraordinaire, et ça donne du sens à l'ensemble. Et c'est pour ça que ça dure, parce qu'il y a du sens dans tout ça. Et le dernier point que je voudrais dire, parce que ça rejoint d'autres préoccupations qui concernent le mécénat d'entreprise et de particulier, c'est qu'en réalité, quand vous prenez ces valeurs, ce sont les valeurs fondamentales de toute activité économique qui réussit. De parler temps qui court, de parler de rassemblement, de parler de diversité, de parler de complémentarité, ça résonne aussi socialement. Tout à fait. Alors, on va parler de ce concert du Nouvel An. Et avant d'en parler, on va s'octroyer une petite pause musicale. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. Vous autrement, osez vous dévoiler au-delà du faire et du paraître avec Clotilde sur Radio Grand Lac. Elle est magnifique, cette marche de Radetzky qui clôture tous les concerts du Nouvel An. Alors là, on se croyait à Vienne, hein. On est parti à Vienne, là. C'est ça. Extraordinaire. Puis alors moi, je suis très sensible au petit triangle là, qui nous rythme ça juste comme il faut. Il y a une petite surprise pour les spectacles de cette année. Ah, c'est vrai. Avec le triangle. Avec le triangle. Ah ben, vous allez nous surprendre. Alors en fait, on se croyait à Vienne, mais on peut être aussi à Chambéry. Donc tout simplement. Alors votre concert du Nouvel An, eh bien, ce sera la 29e édition cette année. C'est votre père qui avait eu cette idée, parce que papa et maman étaient fans des concerts de Vienne, donc avec les valses et les polkas. Donc toutes les premières années, c'était valses et polkas. Et petit à petit, il a effectivement ouvert aux autres musiques classiques, aussi de Strauss, donc les ouvertures, des choses comme ça, mais aussi à Tchaïkovski, à tous ces musiciens qui étaient des vrais classiques. Et après, il a un tout petit peu innové avec un peu de musique quand même, un peu plus moderne. Mais la grande révolution est arrivée en fait avec moi parce que j'ai voulu faire ce jazz, j'ai voulu créer avec les musiciens du big band quelque chose où la cohabitation musicale était vraiment ancrée. Et donc on a fait effectivement, donc l'orchestre a grandi très vite. Et on a pu donc ouvrir à la musique de variété, de jazz, avec les grands standards de jazz et surtout avec tout ce qui était musique. Alors ça, c'est de la variété française, mais aussi de la variété internationale. Voilà. Oui, donc vraiment cette teinte de variété avec la venue du jazz au milieu de cet orchestre complètement classique. Le concert du Nouvel An, est-ce que tu peux nous en parler dans cette préparation? On est 2 mois avant, je pense 2 mois et demi, un petit peu avant. Je pense on compte les jours là. On compte les jours, les répètes, c'est déjà mis en place. Alors, on fonctionne de manière très différente, c'est-à-dire que tout ce qui est danseur et tout ce qui est le devant de la scène, enfin ce qu'on appelle le devant de la scène, eux ils ont déjà attaqué depuis le début septembre. Et nous, les musiciens, l'orchestre attaque ce samedi, donc avec sa première répétition, donc ce samedi 18 octobre. D'accord. Donc il nous reste 2 mois et demi effectivement pour préparer le programme du spectacle du Nouvel An. Alors tu dis l'orchestre, c'est les orchestres en fait. C'est en train de faire l'alchimie de tous ces orchestres, non? Non, c'est l'orchestre symphonique avec le big band et les cordes. Donc, d'accord. Voilà. Donc là, 90 musiciens. 90 musiciens avec sur scène une 50aine de danseurs. Alors ils vont être un peu plus cette année. Il y a 70 danseurs au global. Et puis il va y avoir également ce que Maurice vous disait tout à l'heure, les harmonies qui vont se rajouter donc à ce projet. Donc un projet un peu exceptionnel, un projet d'envergure qui nous demande beaucoup d'organisation parce que c'est quand même assez il faut pouvoir gérer 350 personnes et donc du coup beaucoup de bénévoles qui vont nous aider à gérer tout ça et qui commencent on leur souhaite déjà des bonnes répétitions, mais moi je viendrai écouter début janvier. Maurice, j'ai envie un petit peu, vous qui êtes aux côtés d'Isabelle, de vous demander un petit peu, vous savez, dans cette émission Vous Autrement, on a un petit rituel, c'est qu'on aime bien faire les petits portraits chinois en fin d'émission.
l'émission. Voilà, c'est notre petite marque, notre façon de rentrer un peu plus dans cette intimité. Et je vais vous poser un petit peu des questions un peu décalées, hein, mais c'est l'identité de l'émission. Quand on voit tout ce que réalise Isabelle, si vous aviez un animal ou plusieurs, je sais pas, comment vous définiriez l'action d'Isabelle, sa personnalité, sa façon de gérer tout ça? On se demande un petit peu si elle arrive à dormir la nuit. Alors oui, je confirme que la nuit sont courtes. Non, mais comme animal, j'en choisirais 2. Je prendrais le lévrier pour la vitesse de décision, et je prendrais le lion pour la protection du projet et la protection de tous les acteurs du projet. Ah oui, c'est un peu comme un bébé alors. Ah là, attention, faut pas y toucher. Et celui qui y touche, les griffes sont sorties. Et là, effectivement, c'est aussi une marque de fabrique. Je crois qu'il faut pas se tromper. Quand on est capable d'être à l'initiative de tel projet, il faut avoir un sacré tempérament, et qu'effectivement, il y a quelque chose sur laquelle on peut pas transiger, mais c'est dans tous les domaines, c'est sur la qualité. Et le fait d'être à l'heure et l'excellence individuelle au service du collectif. Et ça, c'est la vraie vie. Et là, cette exigence-là, il faut que tout le monde l'ait, parce qu'autrement, ceux qui l'ont pas, ils comprennent très vite qu'ils l'ont pas. Ouais, c'est ça. Et on peut pas faire partie du projet si on n'a pas cette rigueur, cette exigence, cette excellence. Vous savez, vous prenez le sport, vous avez un chronomètre, vous avez beau raconter n'importe quelle histoire, il y a un chronomètre qui est là, qui fait un adversaire, il n'y a pas d'histoire à raconter. Là, c'est la même chose. Il s'agit de produire un résultat. Donc, effectivement, ça passe effectivement par l'engagement de tous. Et l'engagement de tous, il est incarné par elle avec toutes les valeurs qu'elle porte sur un plan familial. Et effectivement, tout le monde doit se ranger au service du projet. Je crois que souvent, les gens commettent une erreur en disant que le projet, ils vont le façonner. Mais là, quand vous avez un train comme ça qui est parti depuis 30 ans, avec l'évolution qu'il a, la seule chose que chacun a à faire, chaque maillon a à faire, c'est se mettre à disposition du projet, se mettre au service du projet. Celui qui veut changer ça, il n'a pas sa place. Ouais. Et alors, vous parliez un petit peu plus tôt dans l'émission de ce but commun, de ce sens. Quel est ce sens, en fait? Je crois que le sens, il est le sens premier de la connaissance. On dit toujours que la connaissance, c'est le début de l'autonomie des personnes. Et effectivement, là, quand on part dans ce qu'on fait là avec la musique et l'artistique d'une manière générale, on est exactement dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le niveau, et c'est ça la force du projet, quel que soit le niveau, les mêmes principes s'appliquent. C'est-à-dire, vous avez les difficultés d'apprentissage, mais ils grandissent par rapport à leur état premier. Après, ça s'applique à tous les niveaux, y compris au niveau des professionnels, comme je le disais au départ, qui ont très peu d'occasion de jouer dans de telles formations. Ça, c'est déjà au niveau de l'orchestre symphonique, mais de jouer dans un spectacle qui se renouvelle tous les ans et qui a 150 artistes sur scène ou 350 cette année, ça n'existe pas beaucoup. Ça se compte sur le doigt de la main en France. Donc, et là, on a une vraie chance d'être dedans, et chacun produit ce qu'il peut produire en partant, et ça vaut pour tout le monde. Chacun pris individuellement est incapable de faire ça, et collectivement on est capable de le faire. Ouais, c'est vraiment la force de tous ensemble, la force du collectif, et c'est vrai que c'est vraiment très fort. Et donc aussi avec une grande qualité de vitesse de décision, capacité à agir, à décider, à avancer. Donc voilà, le lévrier et le lion. Hein. Voilà pour Isabelle. Alors maintenant je me tourne vers toi, Isabelle. Je pense que tu aimes bien la nature. Est-ce que justement il y a une fleur ou une plantation quelconque qui te parle, et pourquoi elle te parlerait? Moi, je choisirais la gentiane bleue. Ouais, parce que j'aime bien le bleu, ce bleu profond, ce bleu, voilà. Et même si je suis toujours habillée en noir, hein, tout le monde me dit... Ouais, mais ça, c'est le côté plutôt artiste, musicien, non? Oui, puis c'est le côté pratique. Donc, si tu n'étais pas en noir, tu serais en bleu. C'est ça. Hein, ça nous va bien, hein, nous, à Radio Grand Lac, on baigne dans la vie en bleu. Et c'est vrai que c'est un peu la couleur du rêve, de l'évasion, puis des voyages. Et donc, voilà, ça correspond bien à mon caractère. Voilà. Et la gentiane aussi, qui a une belle signification.
Tu la connais, la signification Non. de la gentiane? On l'a, en amont de l'émission, on a regardé un petit peu cette gentiane qui évoque des belles valeurs. Oui, Hein? oui, tout à fait, oui. Et donc voilà, ça fait partie effectivement. Puis la gentiane, c'est un peu une plante de chez nous. Oui, bah voilà, De nos montagnes. qui pousse par là. Alors c'est vrai que moi, la question qui vraiment m'a habitée, c'est de me demander, Isabelle, comment est-ce que tu trouves cette inspiration? Parce que, comme l'a dit Maurice, c'est toujours nouveau, il y a un vrai renouvellement, il y a une vraie créativité derrière. Je me demandais un petit peu, est-ce qu'il y avait des comédies musicales qui t'avaient un peu inspiré? Sans doute que tu t'es imprégné quand même d'autres choses. Et tu le disais d'ailleurs en marge de cette émission, tu me disais quand il y a quelque chose qui marche, si on le reprend, c'est pas grave, c'est que justement ça marche bien. Est-ce qu'il y a des comédies musicales qui t'ont marqué, qui t'ont imprégné? Toutes les comédies musicales qui sont sorties à la grande époque de West Side Story, d'Un Américain à Paris, de My Fair Lady, toutes ces comédies musicales donc en film qui sont aujourd'hui reprises sur scène également. Et donc c'est toutes ces comédies. Après, en France, ils ont créé ces comédies musicales avec Notre-Dame de Paris, enfin bon, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même toutes ces comédies, toutes ces musiques sont vraiment inspirantes. Et après, bon voilà, il faut pouvoir l'adapter à une scène locale avec des artistes locaux, mais jamais, comme dit Maurice, en lâchant rien sur la qualité de ce qu'on va produire. Voilà, on sent vraiment ton exigence d'être dans cette compétence, dans cette qualité. Au niveau des films, tu aurais des exemples aussi de films qui t'ont inspiré? Alors, qui m'ont marqué, oui. Donc, ça serait Rain Man, par exemple, avec Dustin Hoffman, et puis Le discours d'un roi. Donc, c'est toutes ces personnalités, ces gens un peu hors du commun. Alors, Rain Man, raconte-nous l'histoire. C'est deux frères qui se retrouvent, et puis effectivement, il y en a un qui est autiste. Évidemment, on comprend pourquoi ça te touche. Et le discours d'un roi, tu nous expliques un peu. Alors, le discours d'un roi, pourquoi ça m'a touché? Parce qu'en fait, quelqu'un qui était voué finalement au silence parce qu'il était bègue, donc c'était le père d'Élisabeth, et qui, par la force des choses, a dû prendre la direction, en fait, a dû devenir roi, donc à la place de son frère, et qui n'avait pas les qualités ni requises pour pouvoir être roi parce qu'il était bègue. Et en fait, en créant un binôme de confiance avec ce monsieur qui a voulu lui apprendre à parler, donc qui était en fait un acteur raté, mais qui est devenu finalement la personne de confiance de ce roi d'Angleterre. Et donc c'est les binômes qui sont hyper importants. Et quand on fonctionne à deux, on est plus fort. Ouais, c'est ça. On sent vraiment ce besoin de solidarité, d'ouverture à l'autre pour justement aller plus loin. Alors on arrive bientôt au terme de cette émission très très riche, Isabelle, de parcourir comme ça toutes tes activités, de rentrer un peu dans les coulisses de Studio Alpa Academy. J'ai quand même encore une petite question à te poser par rapport à tout ce que tu as pu co-créer, parce que j'ai pas envie d'enlever l'équipe qui a aussi autour de toi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Quelle est ta plus grande fierté sur ces dernières années, sur ce qui existe aujourd'hui? Alors, ma plus grande fierté, c'est d'arriver à toujours encore réunir un aussi grand nombre de bénévoles et de musiciens et d'artistes. Aujourd'hui, on sent que tout ça, n'importe où, c'est fragile. Les gens sont à cran. Les gens ont besoin de se sentir rassurés, et le fait d'arriver à toujours encore réunir au bout de 29 ans des équipes qui restent relativement stables et où il y a plein d'autres nouvelles personnes qui viennent s'intégrer à ces équipes, et c'est le côté magique de tout ça, et je crois que c'est effectivement la plus grande fierté, c'est ça. Ouais, je pense que c'est le cœur de ta prouesse, d'arriver à rassembler dans un monde où finalement on a du mal à s'engager, on a du mal à être fidèle, on a du mal, on sent toutes ces valeurs bien écorchées. Je pense que c'est quand même le cœur de cette prouesse. Merci Isabelle. Alors encore deux petites questions. Une question peut-être sur des choses qui auraient pu freiner ce que tu as créé, peut-être des peurs que tu as, ou peut-être que tu as pour l'avenir. Qu'est-ce qui t'habite comme peur? Quelle peur tu as?
tu vois, des choses qui seraient vraiment des freins pour des projets ou j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de projets qui n'aboutissent pas avec Isabelle, mais je pense que comme tout le monde, tu dois avoir quand même certains freins, certaines peurs. En fait, pas trop. Moi, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est les bâtons qu'on nous met dans les roues. Et en général, quand on essaie de me mettre des bâtons dans les roues, moi je dis toujours, je vais continuer à avancer, j'avance. Ouais. Et j'ai pas peur. J'ai pas de peur parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose qui est impossible, surtout avec les équipes qui sont derrière moi. Mais ce qui est plus dérangeant, c'est ce côté un peu systématique de vouloir mettre des bâtons dans les roues dans quelque chose qui fonctionne et qui rassemble. Et donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est plus la peur si j'ai une peur, c'est effectivement qu'on arrive à casser ça, que quelqu'un d'extérieur arrive à casser ça. Alors qu'il faut pas casser ça. Je veux dire, c'est une trop belle aventure en soi. C'est une aventure qui fait du bien. Eh bien, on va terminer sur une note positive avec peut-être un rêve que tu as pas encore réalisé, que tu as envie de réaliser, qui t'habite. Et ça, je suis sûre que tu vas nous livrer quelque chose de personnel. De partir une semaine en vacances. Voilà. Ah ben, on va te souhaiter de réaliser ce rêve, de pouvoir te ressourcer. Après le mois de janvier. D'ici là, objectif, le concert du Nouvel An où je serai présente. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup Maurice aussi d'avoir ajouté vraiment un éclairage différent, et merci Isabelle de t'être livrée ainsi. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cet entretien de qualité avec Isabelle. Merci. Voilà. Et bien écoutez, chers auditeurs, c'est l'heure de vous laisser et de vous laisser en bonne main en musique avec une programmation toute trouvée par Jean-Pierre. Radio Grand Lac.